Donc bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase 2 de notre affrontement Star Wars contre le Seigneur des Anneaux, où je défendrai le jeu Star Wars Imperial Assault. Et toi, Sam? Je vais vous parler de The Lord of the Rings, Journeys in Middle-earth. Mais avant de parler de tout ça, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Récemment, j'ai joué au jeu Paléo, designé par Peter Rostemeyer et publié aux éditions Hans im Gluck. Dans Paléo, on est dans un jeu coop où des hommes des cavernes essayent de survivre contre les conditions difficiles. Donc, on doit se construire des outils de pierre, on doit combattre des loups, des ours et nourrir notre famille d'hommes des cavernes pour pouvoir survivre. Pour gagner le jeu, il faut réussir à accomplir certains objectifs qui vont nous être dictés par un scénario pour pouvoir reconstruire une fresque de mammouth. Une fois qu'on a fini la fresque, on a laissé notre marque à travers les âges. OK. Puis ça se joue comment? Chaque joueur va avoir des membres de sa famille d'hommes des cavernes qui ont des capacités différentes. Il y en a qui sont bons pour se battre, il y en a qui sont bons pour construire des outils, puis il y en a qui ont un peu de la vision, de l'intuition. Puis il va falloir utiliser ces capacités-là pour effectuer des tâches qui vont être dictées par un paquet de cartes. Le paquet de cartes, dans le fond, c'est tous les événements qu'ils peuvent avoir dans une partie. Il va y avoir un deck de base qui va être là, qui va être présent à toutes les parties, puis à mesure qu'on avance dans les scénarios, ou si on a tout fini, on peut combiner différents modules pour compléter le deck de cartes. Chaque module a comme sa petite saveur, il y en a que c'est comme l'hiver, fait que là, faut combattre les tempêtes, il y en a où il y a des intrus dans notre village, puis il faut les nourrir, puis réaliser leurs souhaits. Fait qu'il y a plusieurs combinaisons qui peuvent avoir. Puis dans le fond, on fait ce deck d'événements-là. Chaque joueur va prendre une partie de ce deck-là, qui va être séparé équitablement, et tout le monde, en jouant en même temps, va piocher 3 cartes événements. On va avoir l'endos des cartes qui vont nous dire un peu un indice de qu'est-ce qu'il peut avoir sous la carte. Fait que on a des cartes qui nous disent c'est une carte de forêt, une carte de rivière, une carte de feu de camp. Puis selon ce que c'est, dans le fond, il y a plus de chances qu'un certain type d'événement va se produire. Fait que ça peut être soit des trucs qui vont nous permettre d'aller chercher du bois, de la bouffe, de la pierre, qui vont nous donner une occasion de construire des outils. Ou il y a aussi des événements qui peuvent être néfastes. Fait que là, finalement, on pensait aller en forêt pour couper du bois, puis là, finalement, on tombe face à face avec un loup. Là, il faut combattre le loup. Fait qu'une fois qu'on a nos 3 cartes, on voit l'endo, on se doute un peu de qu'est-ce que ça peut être. Tout le monde, en même temps, prend une décision à savoir quelle carte individuellement ils vont prendre. Les autres retournent dans le deck. On regarde la carte qu'on a piochée tout en même temps. Puis là, conjointement, tout le monde doit décider, dans le fond, quelle carte mérite d'être effectuée. Sur la carte, il va être écrit des récompenses si on réussit, des conséquences si on échoue. Puis c'est en équipe qu'il faut décider qu'est-ce qu'on fait pas pour progresser et survivre. Donc, on a des cartes qui nous permettent d'aider les autres, puis dans le fond, de dire, OK, je ferai pas ma carte, mais je vais plutôt aller aider un autre joueur à compléter sa carte pour avoir le bonus ou pour éviter de mourir. Le deck de cartes va aussi cycler plusieurs fois, dans le fond. Fait qu'on a un peu un indice. La première fois, en fait, qu'on cycle dans le deck de cartes, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais d'une journée à l'autre, on va pouvoir revoir les cartes sortir, puis on a un petit indice qu'on sait un peu à quoi se préparer parce qu'on sait qu'il y a des événements qui vont revenir. Fait que t'aies réussi ou pas l'espèce de challenge de la carte, elle va revenir pareil. Ça dépend. Il y a des cartes qui vont revenir dans la pioche, puis il y a des cartes qui sont éliminées. La plupart des animaux qu'on va chasser, une fois qu'il est mort, puis on le récupère pas. Puis certains ennemis aussi. Il y en a d'autres qui vont revenir. Donc c'est ça. C'est un peu tendu parce qu'on est tout le temps un peu à l'article de la mort parce qu'il faut gérer notre bouffe, nos objectifs, la survie de nos hommes des cavernes parce qu'ils peuvent accumuler des dégâts puis mourir. Puis à la fin d'un round, à la fin d'une journée, si on réussit pas à tout nourrir nos personnages, on va accumuler des têtes de mort qui est un peu comme du désespoir. Si on en accumule 5 dans la partie, on l'a perdu. Puis il y a des certaines missions que si on les fait pas, on accumule du désespoir directement. Fait que c'est assez touché. On peut rapidement
se retrouver mal pris puis perdre, mais le thrill, la survie, le fait qu'on est toujours un peu on edge dans tout ce qu'on fait, c'est assez intéressant. Mais en gros, à ton tour, tu fais quoi? Ben à ton tour, c'est ça, une fois qu'on a ta carte événement qui est révélée, là tu vas déterminer, OK, cette carte événement-là, admettons, elle va te dire, admettons, c'est un coyote. Pour battre le coyote, il faut que tu aies deux armes. Fait que là, tu regardes tes personnages. Est-ce que tu cumules 2 skills en armes? Si tu le cumules pas, tu peux pas réussir. Mais quelqu'un pourrait t'aider, puis peut-être que lui, dans ses personnages, il y a aussi une arme. Fait que là, on additionne les armes, puis là, on bat la carte. Ok, fait que tu fais juste comme allouer tes ressources. Exactement. Tout le monde fait ça, puis faut que tu décides un peu genre, ok, celle-là est vraiment plus prioritaire, faut que je la fasse avant, puis advienne que pour avec l'autre. C'est ça. Puis il y a une mécanique, dans le fond, en plus de devoir faire correspondre, dans le fond, certaines habilités, dans le fond, à tes défis, il va souvent falloir que tu discardes des cartes. Ça fait aussi que ton deck de cartes d'événements va cycler beaucoup plus rapidement. Il y a des cartes qui te font des fois discarder 1 ou 2 cartes, des fois plus. Fait que ça fait aussi avancer ton deck rapidement. Puis tu gagnes comment? En complétant ta fresque. Dans le fond, les modules que tu rajoutes, ils vont te rajouter des cartes qui vont te permettre que si dans le fond tu réalises certaines conditions, tu vas pouvoir ajouter un morceau à la fresque du mammouth. Tu as gagné instantanément dès que tu complètes la fresque. Ok. Fait que c'est ça, il y a tout le temps comme un peu une histoire dans le sens où les événements vont être un peu reliés, puis il va y avoir un peu de personnages des fois qui peuvent interagir. Tu sais, comme du scénario où j'ai joué, on avait comme 4 intrus dans le village qui avaient chacun leurs vœux, leurs souhaits, puis il fallait les réaliser pour qu'ils deviennent nos amis, puis qu'ils deviennent aussi utiles pour le groupe. Parce qu'avant ça, ils font juste bouffer plus que n'importe qui, puis rien apporter, puis si on n'est pas capable de comme les satisfaire, ils nous ramènent du désespoir. Fait que c'est de la belle visite. Ouais, non, il était très agréable. T'as hâte qu'ils partent, mais en même temps, si tu les chasses, t'es malheureux aussi. Fait que puis avec ça, il fallait dealer avec des tempêtes de neige, fait que là, il fallait apprendre à faire du feu pour pouvoir combattre la tempête. C'était pas mal intéressant, je trouve. C'était assez... le jeu est très beau aussi en apparence. Là. Les cartes sont cool. L'esthétique, ça fait un peu grotte de Lascaux, avec les petits dessins préhistoriques. Puis, mettons que tu joues plusieurs fois, tu vas-tu comme commencer à savoir par cœur quelle carte qui est quoi? Non, parce que justement, c'est ça. C'est... le jeu au départ va te proposer différents scénarios qui vont combiner ouais, mais différents t'as des cartes qui sont communes, mettons, qui sont tout le temps là, eux autres, à un moment donné, tu finis par les connaître, là. Ouais, mais tu sais jamais exactement laquelle tu vas pogner quand tu fais ta sélection de cartes. Tu sais, Il y en a plusieurs qui ont le même dos, dans le fond. Ouais. Ok. Ouais, il y en a plusieurs, puis des fois le dos est trompeur. Ok. T'as même ils ont poussé l'esthétique à fond, là, t'as carrément un rack que tu t'assembles avec des pièces de carton sur lequel tu mets les objets que tu peux fabriquer. C'est comme si t'avais ton rack à lance ou à hache, t'as ton rack à outils. Okay. Sur le côté du jeu, là, qui est quand même, c'est cool, là, tu sais, ça sert à rien, mais c'est beau, là. C'est purement esthétique. C'est purement, ouais. Ouais, des fois c'est le fun d'avoir du petit bling comme ça. Ouais. Puis là, c'est en carton, fait que c'est pas exagéré. Donc, c'était Paléo, designé par Peter Rustermeyer et publié aux éditions Hans Im Gluck. Good. Un jeu qu'on a joué ensemble, c'est le jeu XCOM, designé par Eric Lang et publié par Fantasy Flight Games. C'est un jeu qui date de 2015, mais que j'avais jamais joué, puis je pense toi non plus. Non, c'est la première fois. Je connaissais un peu le jeu vidéo de nom, mais j'ai jamais joué non plus. Ouais, moi j'avais entendu parler de ce jeu-là plusieurs fois, puis ça faisait longtemps qu'il était sur mon radar, puis c'est cool, on a eu la chance de l'essayer. C'est un autre jeu coop. On dirait qu'on a une thématique aujourd'hui. Mais bref, c'est un jeu coop en temps réel avec une application. Une autre affaire qui est assez thématique aujourd'hui. Donc, l'application va nous dire qu'est-ce qui se passe, quoi les feux qu'on va avoir à éteindre. Parce que dans le fond, dans XCOM, on est une espèce d'armée d'élite qui est chargée de défendre la Terre contre des invasions d'aliens. Puis, dans le jeu, il va y avoir 4 rôles différents. Puis là, moi, je suggérerais de jouer à 4 joueurs, là. On l'a essayé à 4 puis à 3, puis c'était plus le fun à 4, mettons. Ouais, à 4, c'est que tout le monde a comme sa responsabilité, puis tu gères juste ton truc, puis ça se fait bien, là. T'es 100% dans ce que t'as à faire. C'est ça. Fait qu'on a 4 rôles dans le jeu. Il y en a un qui c'est le scientifique, qui lui va servir à comme
améliorer les capacités de tous les autres. On a un qui gère carrément les personnages qui vont aller combattre les aliens. On a aussi le Central Officer, qui est la personne qui va interagir avec l'application, qui va dire aux autres quand est-ce que c'est à leur tour d'agir. Puis finalement, on a le Commander qui va gérer à la fois les vaisseaux. Dans le fond, on a des espèces de fighter jets qui vont aller se battre contre les vaisseaux ennemis. Et qui va gérer aussi le budget, parce que chaque action qu'on veut faire va nous coûter de l'argent. On a un budget qui est collectif, puis c'est cette personne-là qui va pouvoir le gérer. On a comme une espèce de pool commun qui va nous donner de l'argent à toutes les rondes, si on veut. Puis plus qu'on a de places qui vont bien sur le carte, parce que le plateau, dans le fond, c'est comme une carte du monde, puis là, chaque continent peut être attaqué séparément. Puis plus les continents se font attaquer, plus qu'ils vont se mettre à paniquer. Puis là, quand ils paniquent, ben ils coupent les subventions des XCOM, fait qu'on a moins de moyens pour aller les aider. Fait que c'est comme... Faut faire attention, parce que ça peut rapidement faire boule de neige si on fait mal notre job. Parce que les fonds, il y a moyen, dans le fond, de dépenser plus que ce qu'on a en fonds, mais on augmente, dans le fond, la Bon. Ben, c'est qu'on a une réserve de ça, puis comme ça, celle-là, elle se remplit pas à tous les tours. Fait que, tu sais, oui, on peut aller piger dedans, mais comme, des fois, faut se laisser un peu de lousse parce que il y a des imprévus. D'un tour à l'autre, ça sera pas nécessairement les mêmes menaces qu'on va avoir à gérer. Puis c'est ça. Pour gagner, dans le fond, faut envoyer des soldats en mission. Quand on réussit une mission, ça va nous donner des bonus qui vont nous permettre soit de faire de l'argent ou de ramener des unités ou des choses comme ça. Puis là, plus on fait de missions, plus on a de chance que l'application nous propose d'aller faire la mission finale, dans le fond, qui est la seule façon de gagner la partie, c'est d'aller réussir cette mission-là. Fait qu'on a une phase de planification qui se fait en temps réel, avec le Chief Officer qui crie à tout le monde « Fais ça, t'as 30 secondes, dépêche-toi! » Puis là, comme, quand tu te fais dire « Ok, c'est à mon tour, faut que tu réagisses, là, parce que tout le temps que tu prends, c'est du temps que tu perds à la fin pour rebouger un peu tes pions. C'est ça, parce que t'as comme des habiletés spéciales. Tu commences avec une au début par personnage, puis là, le scientifique va pouvoir t'en débarrer d'autres, qui vont te permettre un coup que tout le monde a placé ses affaires, des fois de bouger certains trucs, ou de te donner plus de chances de succès, parce qu'un coup qu'on a fait la planification en temps réel, là, on va comme résoudre tous les événements un par un. Puis le principe, c'est que tu lances des dés, puis là, plus tu lances souvent, plus t'as de chances de rater ta shot. Exact. Fait que tu sais, t'as un peu de push your luck à un moment, parce que tu te dis est-ce que je m'essaye encore, mais je risque d'échouer. C'est ça. Parce que les succès qu'on garde, qu'on a sur les dés, on va les garder. Ouais, dans le fond, t'es pas obligé de réussir ta tâche dans le même round. Si t'as pas complété, tu peux la laisser là, puis le reprendre au round d'après, puis pas risquer de perdre toutes tes ressources que t'as associées à ça. T'sais. Puis dans le fond, ça, à peu près toutes les actions se réalisent comme ça. Fait que tu sais, quand le scientifique, il fait une recherche, ça fonctionne avec comme ça. Quand les autres personnages vont faire des missions, quand les jets vont attaquer les ovnis, ça utilise tout ce système de dés-là pis de menaces. Ouais, pis c'est un système qui est quand même assez simple, qui est facile à comprendre. Tu sais combien t'as de chances d'avoir un succès sur un dé, tu sais combien de dés tu lances. Puis c'est ça, comme on disait, t'as des habiletés qui te permettent soit de refaire lancer des dés qui avaient pas de succès dessus, ou carrément d'avoir un succès gratuit. Fait que c'est de gérer ça, puis d'appliquer ces habiletés-là quand ça compte le plus. Parce que c'est clair que tu peux pas tout faire dans le jeu-là. Il y a trop de feu à éteindre. Faut comme tu te concentres sur les plus gros pour pas perdre. Ouais, ça c'est assez... Parce qu'il y a une façon de gagner, mais il y a plusieurs façons de perdre. Là. S'il y a 2 continents qui tombent en panique totale, t'as perdu. Si ta base se fait détruire, t'as perdu. Puis c'est ça, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Quelques scénarios différents. Mais la façon que les ennemis puis les événements arrivent, c'est aléatoire puis géré par l'application. Là. Fait qu'il y a quand même une petite variété d'une partie à l'autre. Même si au final, on fait un peu... Toujours la même chose. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a moyen d'avoir du fun à juste changer de rôle. Ou à l'inverse, tu joues tout le temps avec le même groupe, tout le temps les mêmes rôles, puis là tu deviens... Tu te perfectionnes, tu sais un peu plus comment t'orienter puis quoi faire à chaque moment, puis t'es meilleur dans les décisions que tu prends. C'est ça, fait que là tu peux monter le niveau de difficulté puis souffrir. Ouais.
Ouais, non, il était assez dur. On n'a pas gagné grand-chose quand on a joué. Non, on a essayé le tutoriel, puis on a perdu. Puis c'est ça, puis c'est particulier parce que c'est sûr que c'était dur d'évaluer qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pour avancer, mais tu sais, tout a un prix. À chaque fois que tu décides d'assigner des avions, des bonhommes ou des chercheurs à quelque chose, ça coûte de l'argent. Fait que là, faut un peu que tu te dises, ça vaut-tu la peine d'investir là ou plus là? Puis tout a l'air important. C'est ça. Puis je pense qu'à y rejouer plus souvent, on serait capable de justement plus identifier c'est quoi qui est à prioriser puis quand. Parce que je pense que le timing va être important aussi. Ouais. Ouais, puis c'est rough, là, parce que là aussi, on a pas parlé d'une autre mécanique qui est assez sale, là, c'est les cartes de crise. Fait qu'une fois de temps en temps, l'application va te sortir une carte de crise qui va affecter toute le round, puis des fois, c'est, bon, ben, il y a de la panique de plus à telle place. Tu peux pas utiliser tel type d'icône. Les menaces commencent toujours à 3 ce tour-ci plutôt qu'à 1. Fait que c'est ça. Puis l'aspect temps réel, ça fait vraiment que c'est intense, là. Ouais, t'as de la pression, faut que tu prennes des décisions rapidement. C'est pas des décisions qui sont compliquées, mais vu que tu le sais que t'as 15 secondes pour le faire, on dirait que tu te mets à paniquer, puis c'est plus dur que ça devrait, là. Ouais, puis en plus, c'est ça, c'est tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient après, parce que tu vas jouer ton action, mais les autres vont avoir d'autres actions après toi, là. Tu sais pas quand est-ce que t'es le dernier à faire ce que t'as à faire. Donc c'était XCOM de Eric Lang et Fantasy Flight Games. Sur un côté un peu plus léger, Sam, tu m'as dit que t'as joué à un jeu de party, qui avait quand même comique. On a joué à Game of Thrones, the board game, à 8. Ouais, c'est vrai que ça fait le party, ça, quand tout le monde est un peu à la gorge de tout le monde, puis que ça commence à s'insulter. Non, mais blague à part, je veux pas parler de ce jeu-là parce qu'on a déjà parlé dans le passé, puis si vous voulez un résumé de la partie, Pat en a fait un sur le podcast Un Board Game Presque Parfait, donc vous pouvez aller écouter mes exploits là, parce que oui, j'ai gagné cette partie, c'était moi le roi Sam Baratheon. Mais après cette guerre épique, pour décompresser un peu, on a joué au jeu Top 10, designé par Aurélien Picolet et publié chez Cocktail Games. Donc Top 10, c'est un jeu français, un petit jeu de party, coopératif. Je dirais que c'est comme un mélange de Wavelang puis Just One. Parce qu'on est comme tout ensemble contre le jeu, puis on essaye juste de faire le score le plus haut possible collectivement, un peu comme dans Just One. Puis le côté Wavelang vient en fait que à chaque tour, dans le fond, il y a un joueur qui va piger des cartes. Fait qu'il va avoir 4 prompts ou propositions. Donc 4 gradients, si on veut. Donc cette personne-là va en choisir un. Par exemple, nous, on a eu, vous voulez aider quelqu'un à s'évader de prison, donc vous lui envoyez un gâteau et vous cachez un objet dedans. Donc de 1 à 10, 1 étant c'est l'objet le plus inutile qu'il n'y a pas pour s'évader de prison, et 10 étant l'objet le plus utile pour s'évader de prison. Fait que dans le fond, si je comprends bien le principe, si on disait, on faisait, c'est quoi le meilleur jeu de société? Tu mets 1, le moins bon, fait que ce serait celui que Sam propose, puis 10, celui que je propose. Non, t'as rien compris de comment le jeu fonctionne. C'est terrible. Mais j'espère qu'à la maison, vous avez compris le principe. Donc c'est ça. Tous les autres joueurs vont recevoir une carte avec un chiffre de 1 à 10. Fait que là, quand c'est à mon tour, mettons que j'ai le chiffre 2, puis je reviens à mon exemple de s'évader de prison, ben si j'ai le chiffre 2, je pourrais dire ben dans mon gâteau, j'ai mis de la confiture acide. Parce que peut-être que vu que c'est acide, ça pourrait aider à dissoudre les barreaux. Mais c'est pas très utile. Mais tu sais, vous voyez, je me suis gardé de la place. Si quelqu'un a un, il peut dire de quoi d'encore plus inutile que ce que moi j'ai dit. Fait que là, après, Vincent, il a le 7. Fait que là, Vincent, il va dire... Fait mettre de l'acide, justement. Fait que là, tu sais, déjà... Un acide fort, tu sais. Ouais. Fait que là, l'autre joueur d'après, il y a 4. Fait que tu sais, il faut qu'il... il devine que moi j'avais 2, puis Vincent avait 7. Puis qu'ils se mettent à peu près entre nous deux, puis mais qu'ils se gardent la place pour que les autres aient du jeu pour... Une lime à ongles. Ouais, c'est ça. Que moi, je pense... J'avais eu 6, puis j'avais dit... de l'argent pour briber les gardes, mais pas plus que 100 piastres. Ok, ouais. Fait que tu sais, ça pourrait être utile, mais pas tant. Puis en tout cas... Fait que là, c'est ça. Il y a plein de
de propositions comme ça qui sont assez rigolotes, là. Fallait, un moment donné, mimer à quel point t'es fâché quand tu te fais couper pendant que tu conduis. Ou ça devait être pas mal comique. un solo d'un drum du moins intense au plus intense. Puis, fait tu sais, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, qui est assez comique, puis c'est ça. La personne, dans le fond, après ça, la personne qui a donné la proposition, faut qu'elle dise dans quel ordre. Mettons, le moins intense, c'était Vincent. Après ça, le deuxième, c'était telle personne. Puis là, toutes les fois qu'elle se trompe, ben, on prend un petit jeton avec un emoji de caca, parce que c'est soit des cacas ou des licornes, là. Non, y a pas de milieu, hein, Non, c'est ça. C'est soit tu réussis, soit c'est de la dompe. Puis c'est ça, le jeu est comme un peu overproduced, là. C'est des beaux jetons de plastique, de poker épais, puis il y a un petit tapis en néoprène. C'est une mini boîte, puis c'est juste un paquet de cartes, dans le fond, là. C'est des propositions qui sont drôles. Puis, c'est ça, comme j'ai dit, c'est un jeu français, mais apparemment qu'il y a une compagnie qui fait une version québécoise qui devrait arriver bientôt. Donc, si vous cherchez un petit jeu de party, une bonne proposition, ce petit Top 10 de Aurélien Picolet et Cocktail Games. Là, maintenant, on va venir au plat principal, le duel. Fait que c'est ça, c'est 2 jeux Dungeon Crawl, donc exploration de donjons, mais avec une thématique, Seigneur, on l'a dit là, Seigneur des Anneaux contre Star Wars. On l'a fait une fois, notre épisode 4. On avait parlé de Star Wars Rebellion et de War of the Ring. Et donc c'est ça, encore une fois, je prends le côté Seigneur des Anneaux. Donc, Lord of the Ring, Journeys in Middle-earth. C'est un jeu designé par Nathan I. Ajak et Grace Holdinghouse et publié chez Fantasy Flight Games. Ils sont populaires aujourd'hui, FFG. Ouais, on en a 3, là. C'est ça, 3 sur 5. Donc c'est ça, c'est un jeu inspiré du Seigneur des Anneaux, dans lesquels les joueurs vont vivre des aventures un peu comme parallèles à l'histoire principale, si on veut. Donc c'est cool, on a le choix d'incarner des personnages connus, comme Legolas, Aragorn, Gimli. T'as des extensions avec Gandalf, on a Bilbon, on a... Balin. Il y a quelques personnages qui ont... Il y a des personnages un peu moins connus. Il y en a qui ont été créés juste pour le jeu, je pense, ou pour d'autres jeux, puis qui ont été... Peut-être qu'ils sont récupérés par Fantasy Flight, mais qui sont pas dans le vrai lore du Seigneur des Anneaux. Non, parce que dans le lore du Seigneur des Anneaux, il y a pas beaucoup de personnages féminins, mettons. Non, c'est vrai. Fait que c'est cool, ils sont allés pour un peu plus de représentation, puis ils proposent Arwen, qui elle existait dans le lore, mais il y en a d'autres aussi, je connais pas toutes. Parce que de toute façon, nous, quand on a fait la campagne, on s'est fait un party avec Gimli, Legolas, Aragorn, puis Gandalf, parce que... C'est beau, la représentativité, Sam. Ben oui, on a un nain, un elfe, un humain, puis un Istari. Ah ouais. Tu te réchappes. Donc c'est ça, c'est un jeu de plus d'exploration que de combat, celui-là, puis qui est géré par une application. Dans le fond, l'application va s'occuper de, un peu comme dans Mansions of Madness, là, elle va nous dire, bon, mais mettez telle tuile sur le plateau. Fait que là, ils nous donnent des numéros, ils nous disent comment les placer, quel token faut mettre dessus. Fait qu'au début, on va en avoir quelques-uns, puis là, au fur et à mesure que la partie avance, on va se déplacer, on va explorer des nouveaux territoires, ça va rajouter des nouvelles tuiles, ça va rajouter des ennemis. Ça va rajouter aussi certains événements aléatoires. Fait que, des fois, on va avoir la tuile, puis ça va dire ici, il y a un truc avec lequel tu peux interagir, il y a une petite clairière dans la forêt avec un arbre brillant au milieu, là. Fait que t'as un peu de... Ouais, t'as comme une petite description de qu'est-ce que ça pourrait être, puis dans le fond, de quelles compétences tu vas avoir besoin pour interagir avec ce token-là. Parce que chaque personnage a 5 stats. Donc on a la force, l'agilité, la sagesse, l'esprit et j'ai envie de dire la sagacité, en tout cas le wit. Ouais, la vitesse de... Ouais. Vivacité d'esprit. Ouais. Fait que bref, c'est ça. On a ces 5 stats-là. Certains personnages vont être meilleurs dans certaines de ces stats-là que d'autres. Puis, dans le fond, ce que ça fait, ces valeurs de statistiques-là, c'est que quand il faut qu'on fasse un check ou un test d'habileté, c'est qu'on va tourner ce nombre de cartes-là de notre paquet de cartes d'habileté, justement.
Puis dans ce paquet-là, il y a c'est des cartes multi-usages, certaines cartes qui ont rien, certaines cartes qui ont des succès, puis certaines cartes qui ont un symbole qu'on peut transformer en succès en dépensant une ressource, qui est l'inspiration. Fait que si ma stat est plus haute, ben je vais tourner plus de cartes, donc j'ai plus de chances d'aller chercher les succès qui sont dans mon deck, et plus de chances de réussir le dit test. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dit deck-là, on le construit au début de la partie. C'est pas une grosse construction, mais c'est que tu as des cartes qui sont de base, que tout le monde a. Il y a des cartes qui sont spécifiques au personnage que t'as. Puis t'as des cartes qui sont spécifiques à la classe que tu veux. Fait que chaque personnage a un choix, une sélection de classes qu'il peut prendre au début de la partie. En fait, toutes les classes sont disponibles pour tous les personnages. Ah ouais? Ouais. Puis tu peux même changer pendant la campagne d'une partie à l'autre. Tu peux changer de classe. Puis dans le fond, tu vas quand tu fais ça, tu vas retourner les cartes de base de cette classe-là, mais il y a aussi un système d'expérience, donc au fur et à mesure que la campagne avance, tu gagnes de l'expérience, puis tu peux utiliser cette expérience-là pour acheter des cartes. Fait que si j'achète des cartes de gardien, par exemple, qui est une des classes, mais après, si je change de classe, ben les cartes de gardien que j'ai achetées, je les conserve quand même. Fait que tu peux comme multiclasser, puis vraiment maximiser ton personnage. Ouais, c'est ça, ou en tout cas le personnaliser pour fitter avec le style de jeu que tu veux lui donner. Puis si, admettons, en cours de partie aussi, t'as acheté certaines cartes de ta classe, puis que finalement t'es pas satisfait de leur rendement, tu peux les revendre puis en racheter d'autres aussi. Tu peux échanger ces cartes-là à volonté, fait que c'est assez flexible. Puis chaque personnage a aussi une habilité unique qui va des fois synergiser plus ou moins bien avec certaines classes. Fait que, tu sais, oui, je disais que toutes les classes sont disponibles pour tous les personnages, mais mettons qu'il y a des combos qui sont plus faciles ou plus difficiles que d'autres à jouer. Puis c'est cool parce que le jeu va t'en suggérer. Chaque personnage, dans le fond, il suggère une classe qui va être qui devrait normalement bien fitter puis qui va être plus facile à jouer avec ce personnage-là. Puis qui va souvent aussi être thématique. Ouais, c'est ça. On te propose dans le jeu que Gandalf soit un mage et non un voleur. Mais en fait, c'est pas un mage, c'est un meddler. C'est comme quelqu'un qui se mêle pas de ses affaires. Un influenceur là qui va comme... C'est une classe qui... C'est beaucoup du support, en fait, là. Ça va aider les autres à placer les bonnes cartes sur leur deck. Parce qu'on a une habilité qu'on peut utiliser souvent qui s'appelle Scout. Une habilité hyper importante parce que dans le fond, on va piger les cartes qui sont sur le dessus de notre deck. Puis là, on peut en préparer une parce que je disais que les cartes étaient multi-usages. Fait qu'il y a un des usages que c'est on prépare cette carte-là. Fait que là, on la met en dessous de notre fiche de personnage. Puis à n'importe quel moment, on va pouvoir la défausser pour faire son habilité. Ou même, il y en a des fois qui nous donnent des habilités passives qui restent actives tant que la carte est là. Puis on peut avoir jusqu'à 4 de ces cartes-là. Puis à toutes les fois qu'on scout, c'est ça, on pige des cartes, on en prépare une, donc on peut enlever les cartes de notre deck qui ont aucun succès et les mettre comme habilité à la place. Puis après ça, les autres, on peut soit les remettre en dessous ou au-dessus de notre pioche. Fait que si on a des cartes succès, on les remet sur le dessus, puis on sait qu'au prochain test qu'on fait, ben on va avoir au moins 1, 2, 3 succès. Fait que la plupart des tests vont en demander 2. Des fois un peu plus, là, ça dépend de... Ouais, puis il y a certaines tâches que c'est aussi qui sont pas faites pour que tu l'aies du premier coup, puis il faut que tu les refasses à répétition. C'est ça, l'application va se rappeler combien de succès tu as eu à chaque fois, parce que toutes les fois que tu fais un test, tu vas rentrer dans l'application combien de succès que tu as eu. Ou elle va te dire carrément c'est un test agilité 2, fait que là faut t'aies 2 succès puis tu le passes, 2 succès ou plus. Puis c'est aussi le même système quand tu veux attaquer des ennemis. L'arme que tu utilises va te dire avec quelle habilité tester, comme un arc ça va être de l'agilité, une épée ça va être de la force. Selon, à ce moment-là, le nombre de succès que tu vas avoir, ton arme va dicter les dégâts que tu vas faire ou les effets supplémentaires, parce qu'on a des effets qui te permettent d'éviter l'armure des monstres, qui permettent de frapper plus qu'un monstre en même temps, combattre l'armure magique, il y a comme 6-7 effets comme ça. Ouais, il y a des stuns pour empêcher l'ennemi de te contre-attaquer, parce que toutes les fois que t'attaques l'ennemi, ça va lui donner une chance de te contre-attaquer. Mais c'est ça, en même temps, quand tu fais ça, il va pas te réattaquer dans le tour d'après, parce qu'il a comme déjà été activé pour ce tour-ci, puis ça, l'application va s'en rappeler.
Mais il y a des façons de contourner ça. Il y a certains personnages qui sont capables d'attaquer à distance. Il y a certains ennemis qui le font aussi, mais s'ils sont pas capables quand ils attaquent à distance, ben eux peuvent pas te contre-attaquer, tout ça. Fait que il y a quand même beaucoup de gestion à faire, si on veut. C'est comme... C'est pas tout à fait de la gestion de main, parce que t'as pas tes cartes dans tes mains, mais il faut que tu gères un peu comment tu places tes cartes, comment tu utilises tes habiletés pour maximiser ça. T'as ta ressource d'inspiration qui te permet de rajouter des succès quand c'est le bon temps. Puis en même temps, tu vas gérer le threat level. La menace. Ouais, la menace, c'est ça. À chaque fin de ronde, dans le fond, le niveau de menace va augmenter. Dans le fond, de base, il va augmenter de 1 par personnage qui est en jeu. Puis en plus, si t'as des jetons d'exploration, qui sont dans le fond des tuiles qui ont été placées sur le plateau, mais que ils n'ont pas été visités par un personnage encore. c'est ça. Donc, tant qu'ils demeurent inexplorés, ça va rajouter de la menace. Puis, il y a aussi des tokens de menace. Ouais, c'est ça, des jetons de menace. Donc là, ça te dit, mettons, quand tu places la tuile, ah ben, il y a un feu, là. Peut-être que tu devrais aller faire quelque chose pour l'éteindre. Fait que c'est ça, on a ces 2 types de jetons-là. Soit des trucs qu'on peut interagir avec qui vont, comme, soit nous aider à progresser dans notre mission, ou tout simplement comme des espèces de petites side quests qui vont soit nous donner de l'inspiration ou du lore. Ouais, le lore, parce que c'est une autre façon de progresser. Dans le fond, c'est ça qui va te permettre d'acheter puis d'améliorer tes objets. C'est ça. Ouais. C'est un autre, parce que avec les missions, on accumule l'expérience pour améliorer nos personnages, mais le groupe collectivement accumule du lore qui sert, comme t'as dit, à améliorer nos objets. Puis c'est ça, puis l'application, dans le fond, c'est ça, propose des campagnes différentes, dans le fond, qui sont les scénarios différents, chacun a comme sa petite histoire, puis il y a beaucoup d'éléments narratifs au final dans l'expérience. On va avoir 2 types de scénarios, on a les scénarios d'exploration, où là on a vraiment une grosse carte qui va agrandir puis qu'on va explorer, puis on a des scénarios de combat, où là on a une carte vraiment beaucoup plus restreinte. Ouais, qui va être définie au début puis qui changera pas trop. Puis là, ça va être axé plus sur le combat, mais des fois, ça peut être d'autres choses aussi. C'est plus social aussi, des fois. Ouais. On a eu des cartes où c'était carrément comme un encounter social dans un jeu de rôle plus ouais, classique. C'est ça, tu sais, t'arrives dans une auberge, puis là, faut que t'interroges les clients, puis tu trouves l'espion parmi ceux-là en analysant qu'est-ce qu'ils répondent à tes questions. Mais toutes les fois que tu leur poses une question, faut que tu fasses un test pour savoir si tu réussis à lui soutirer des informations. Sans trop attirer l'attention. Fait que ouais, la thématique est quand même assez bien rendue, la narration est cool. Tu sais, il y a juste assez de texte, je dirais. Il y en a pas trop que ça devient tannant pis lourd, mais juste assez pour comme setter l'ambiance pis comme te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pis pourquoi tu le fais, tu sais. Par contre, le jeu est quand même assez difficile, je dirais. Ouais. Tu sais, il y a quand même du hasard, je veux pas, parce qu'on pioche dans le deck. Puis c'est pas toujours évident. Je pense que si tu commences à perdre, je pense que ça devient difficile rapidement. Ouais, peut-être que ça fait boule de neige un peu, parce que plus tu gagnes, plus tu vas accumuler de stock, de lore pis d'expérience. Fait que tu vas développer un peu plus. Mais gagne ou perd, au moins tu continues de progresser dans l'histoire, puis je sais pas en fait si ça influence dans certains cas, le scénario suivant. Oui, mais c'est dur à dire parce que c'est comme l'application qui gère tout ça. Puis avec le jeu de base, il y a plusieurs campagnes, puis les campagnes sont quand même courtes, là, ça doit être une dizaine de scénarios à peu près, donc il y a moyen de la rejouer après, puis justement de voir est-ce que ça va être différent qu'on gagne ou qu'on perde, puis même, en fait, je pense que d'une fois à l'autre, les ennemis qui apparaissent, c'est semi-aléatoire, là. Il y en a qui vont tout le temps être là, mais il y en a d'autres que ça peut changer, puis si t'as plusieurs extensions, ben tu sais, ça, comme dans Mansion of Madness, ça incorpore les bonhommes, les extensions, puis les événements. Puis les monstres en question. C'est ça. Puis les scénarios, c'est drôle parce que il y a des scénarios qui sont vraiment très courts, là. Nous autres, on a eu des scénarios, il y en a un, je pense qu'il a même pas duré une demi-heure. Puis il y en a d'autres que, tu sais, là, c'était 1h30, 2 heures, intense, là. C'est assez variable. Tu sais, ça va prendre plus court quand t'as les cartes de combat versus les cartes d'exploration, mais c'est quand même assez variable en termes de temps de jeu. Fait que ça, c'est peut-être un point que des fois, tu sais, ça peut être compliqué selon ton groupe, là, de prévoir le temps qu'il faut. Ben,
Ben, nous autres et tout, c'est que des fois, on s'était dit, bon, on va en faire juste un. Là, finalement, on a dit, bon, on va en faire deux. Puis des fois, le deuxième, c'était... Ouais. Ben, t'es peut-être mieux dans ce cas-là tu prévois que t'en fais un, puis s'il est plus court, ben, tu sors un autre jeu après, tu sais. Ouais. Quoi qu'en même temps, des fois, tu sais, tout est sorti, c'est tentant de se lancer pour un autre, mais là, si ça tombe à être un plus long, ben... Ouais, on pourra reparler de la mise en place, je pense, de comparer, quand on va comparer nos deux jeux. En fait, j'allais dire que le jeu est beau. Il est superbe. Les figurines, les minis sont sa coche. Ouais, moi, en plus, j'ai acheté le jeu usagé, puis la 3/4 des minis étaient peintes. Puis la personne qui m'a vendu le jeu a fait une méchante belle job, là. J'ai mis des photos sur Instagram, vous irez voir ça. Ça look. Puis tu sais, même avec les figurines non peintes, ils sont très belles, là. C'est de la bonne qualité. Puis les cartes sont belles, le artwork, les dessins, c'est très beau. Ouais, ben il y a beaucoup de artwork qui était réutilisé de Lord of the Rings Living Card Game, je pense. Ouais, mais tu sais, souvent Fantasy Flight fait ça un peu, il récupère un peu ses... Ah oui, ben tant qu'à avoir payé pour l'artiste aussi, ben... rentabiliser. C'est ça. Puis c'est ça, il existe plusieurs expansions pour le jeu. Donc il y en a une qui est sortie cette année, c'est l'expansion Spreading War. Je l'ai pas essayé, mais c'est ça va rajouter des nouvelles campagnes, des nouveaux ennemis, des nouveaux personnages. Je pense qu'il y a Boromir qui s'ajoute au lot de personnages jouables. On a des grosses extensions, puis on a des petites extensions où là on a juste quelques figurines qui s'ajoutent. Oui. On voit que c'est comme c'est une thématique marketing qui va revenir, ça aussi. Ouais, ben c'est Fantasy Flight, là. Donc je pense que ça fait le tour pour le petit overview du jeu, là. Il y a certains points qu'on va revenir plus en détail quand on va les comparer, je pense. Mais bref, c'est ça. Ce qui fait la force du jeu, c'est vraiment l'utilisation de la thématique puis la mécanique. Ah, moi j'allais dire ça, c'est la mécanique de ton deck de cartes que tu peux construire puis personnaliser puis que tu peux manipuler pour t'assurer d'avoir des succès quand c'est le temps. Moi, j'avais trouvé aussi que c'est ça. L'histoire était quand même prenante. Là. Mais en tout cas, nous autres, on s'était laissé embarquer. Là, oui, non, l'histoire est cool, elle est bien écrite. On va reparler dans la comparaison entre les deux, mais... Ouais. Je pense que celle-là de mon jeu est meilleure que celle-là du jeu à Vincent. T'as pas fini mon jeu encore. C'est vrai. Alors, de mon côté, encore une fois, je vais défendre l'univers Star Wars avec Star Wars Imperial Assault, designé par Corey Konieczka, Justin Kampanen et Jonathan Ying aux éditions Fantasy Flight Games, encore une fois. On a choisi ces deux jeux-là, parce qu'ils ont quand même, c'est ça, plusieurs points en commun. Donc, Imperial Assault, c'est aussi un jeu co-op, dans le fond, Dungeon Crawl co-op, mais où l'action n'est pas dirigée par une application, mais plutôt par un joueur qui va contrôler l'Empire. Fait que c'est pas un jeu co-op. C'est un jeu un contre tous. Ou tu peux aussi avoir l'application si tu veux y jouer en coop. Ouais. Merci de m'avoir repris, Sam, parce que oui, en effet, après avoir sorti le jeu à l'origine, où là, on avait juste un espèce de maître du jeu qui jouait l'Empire, qui était contre tous les autres, on a aussi, c'est ça, l'application qui te permet de jouer en solo, ou de jouer en groupe, totalement coop. Donc, on a un système de jeu où chaque joueur va avoir un personnage, un héros de la rébellion, qui va essayer de combattre l'Empire à travers différentes missions. Donc le jeu de base, dans le fond, va suivre l'histoire de Star Wars après la destruction de la Toile de la Mort, la première, et les rebelles essayent de, justement, survivre aux attaques incessantes de l'Empire. Fait qu'on a aussi un scénario, dans le fond, qui est impliqué, scénario qui va changer en fonction de si on va gagner ou perdre les différentes missions. On a aussi beaucoup de missions secondaires, dans le fond, qui peuvent aussi être effectuées, qui eux autres ont pas nécessairement de lien avec l'histoire principale, mais qui vont nous faire des petites aventures différentes qui peuvent aller nous faire gagner des bonus différents. Ce deck de missions secondaires-là va être un peu va être en partie choisi par les joueurs. Fait qu'on a un peu ce contrôle-là sur la suite des événements. Le jeu, comment il va se jouer, on va avoir chaque personnage va dans le fond être activé à son tour, va pouvoir effectuer 2 actions qui peuvent être des déplacements, des attaques ou interagir avec des éléments sur le plateau. Le plateau, dans le fond, c'est plein de tuiles qui sont en fait
à peu près des morceaux de casse-tête là, qui vont s'imbriquer une en travers l'autre, qui va nous permettre de construire une grosse carte. La majorité du temps, dans le fond, ou c'est pas tout le temps, la carte va être finale au début du jeu. Dans le fond, il n'y a pas d'exploration, puis tout ça, on la voit au complet, tout est visible. Des fois, il y a des petites surprises qui vont arriver. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais c'est ça, on n'a pas cet aspect d'exploration. Au début du jeu, au début du scénario, les troupes impériales vont être déployées à différents endroits. Le joueur qui joue les impériaux va lire une petite mise en situation. Très petite mise en situation. Très petite mise en situation. Souvent, il y a comme une carte mission qui dit un peu un petit truc d'histoire. Puis après ça, on a la carte de la campagne, en fait, le texte de la campagne qui, lui, va être très succinct. Ouais. Épuré. Il y a des troupes impériales, allez leur pétaille. Ça se Ouais. résume à peu près à ça. Ouais. Ça se développe un peu plus, je pense, là. Le premier scénario, c'était un peu sec, là. Il y aurait pu avoir plus. Ouais. Mais tu joues pas, je pense. Non, tu joues pas pour l'histoire. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on fait ses actions, on combat les impériaux. Le joueur impérial a souvent plein de surprises dans sa manche. Dans le fond, lui, en plus de contrôler toutes les unités impériales, il peut en invoquer des nouvelles en payant des points de menace qu'il va accumuler à la fin de chaque ronde. Les méchants vont s'activer en alternance avec les gentils, vont faire aussi des actions similaires avec quelques restrictions en plus. Entre autres, surtout, ils peuvent pas attaquer 2 fois ce que les héros peuvent faire. Puis, on avance comme ça à travers les rondes. Le méchant va accumuler de la menace, va invoquer des nouvelles unités. Les héros vont essayer de survivre à l'assaut incessant d'unités. Puis, il faut réaliser l'objectif du scénario dans un nombre de tours qui est souvent fixé. Ouais, puis qui est pas énorme non plus. Non, c'est vrai, c'est assez... t'as pas beaucoup de jeux dans le choix de tes actions. À mon avis, c'est quand même un nombre de tours suffisant, mais il faut pas que tu niaises. Non, c'est ça. Il y a des parties où, justement, beaucoup des parties, en fait, que j'ai jouées se sont terminées vraiment à la fin du dernier tour, sur un dernier jet de dés qui a soit été un succès ou un échec pour les rebelles, mais qui vraiment, ça s'est fini de façon assez serrée, puis est quand même un peu climatique. Donc, à mesure qu'on va avancer, les héros vont pouvoir gagner de l'expérience pour pouvoir acheter des cartes, un peu comme dans Lord of the Rings, sauf que là, chaque personnage a vraiment son deck de cartes qui lui est attitré. Le groupe va gagner collectivement des crédits pour pouvoir acheter des armes et les améliorer, un peu comme le lore. Je tiens à préciser aussi que Star Wars Imperial Assault est sorti en 2014, donc avant Lord of the Rings, fait que je pense qu'il y a un petit peu d'inspiration encore. Finalement, FFG reprend pas juste les dessins, je pense qu'il reprend un peu ses mécaniques aussi. Ouais. Donc, c'est ça, puis du côté impérial, on a aussi une classe impériale. Dans le fond, selon à quel niveau vous aimez vos amis, vous pouvez prendre des classes impériales qui sont plus ou moins difficiles. Je pense que c'est un peu une gestion du niveau de difficulté. Les classes sont pas balancées. Fait que si vous aimez vos amis, vous pouvez prendre la petite classe facile qui fait que vous upgradez tranquillement, mais que vous êtes pas à tout casser. Puis t'as un deck qui est... C'est avec le développement, tu vas voir, ils deviennent de plus en plus désagréables, ces cartes-là. Ouais, mais je sais pas à quel point... Je pense qu'ils sont plus situationnels, mais est-ce qu'ils sont vraiment plus chiantes que l'autre? À un moment... Au niveau de power level, je parle. C'est que à un moment, tu vas avoir vraiment des impacts plus gros, tu sais, moi en fait, là, on a comme 2 campagnes en parallèle. On a une campagne où est-ce que moi, je joue joueur impérial, puis où Sam le joue. Moi, j'ai pris le deck qui disait c'est laisser une chance à vos amis. Sam a pris celui que vous n'avez pas aux amis. Ben, moi, j'ai pas... Mais j'ai pas vu cette description-là. Là. C'est toi qui m'as dit ça, mais... Ouais, ben c'est ça que j'avais lu. Puis, tu sais, c'est que tu vois le style de carte qui a plus d'effets, qui va être take that dans celui que t'as pris. Ouais, mais c'est un jeu de confrontation. Là, ouais, mais c'est ça, mais t'as vraiment une façon d'influencer les rebelles qui est différente, parce que t'as un deck où c'est juste tu vas renforcer tes unités. Tes unités vont juste devenir plus fortes. Il y en a un qui a comme focus sur les droïdes, un qui est focus sur les troupes dans le... Ouais, mais c'est ça, fait que ça fait... Alors que le tien, il est le plus... mien, il va cibler spécifiquement un héros, mettons, mais comme, au final, je sais pas lequel qui est plus fort, parce que, oui, mettons, le côté special up que j'ai, moi, je pense qu'il s'appelle, quelque chose comme ça. C'est, oui, tu sais, mettons, je vais avoir des habilités qui vont me permettre
vraiment pendant un tour d'attaquer une fois de plus ou tu sais d'enlever une habilité à un héros, tandis que toi c'est au final les ennemis sont plus forts, mais tu sais si les ennemis sont plus forts, faut qu'on mette plus de ressources pour les battre ou ils nous font plus de dégâts parce que ça nous prend plus de temps avant de les éliminer. Fait que tu sais, je pense que ça se balance. Là. Je sais pas, parce que je pense qu'il y a moyen d'être plus fort avec le deck des ops, parce que justement, là, tu peux bloquer plus, t'es peut-être plus actif dans ta façon de contrer les autres joueurs, alors que dans l'autre, c'est un peu plus passif, tu sais, t'es plus fort parce que tes unités sont plus fortes, mais niveau stratégique, il est comme moins poussé que celui que t'as pris. Puis qu'il y a justement, vu que l'autre, le tien, il y a plus d'effets stratégiques, plus d'effets ciblés, t'as plus de contrôle, puis il y a moyen qu'ils deviennent plus efficaces. Mais c'est comme, il y en a que tu le fais une fois puis that's it, là. Fait que oui, faut que la fois que tu le fais, ça vaut à peine, mais toi, si à toutes les fois que t'invoques un type d'ennemi en particulier, il est boosté, tu sais, ça... Ouais. L'effet est moins gros d'un coup, mais il est persistant plus longtemps, tu sais. Ouais. Bon, fait que peut-être que le niveau de difficulté peut être discuté, mais les reviews que j'avais vues, c'est que à terme, il y a ils sont pas équilibrés. Puis je pense que c'est pas non plus ce qui était la volonté derrière ces decks-là. OK. Fait que ça, c'est la classe de l'Impérial, puis l'Impérial a aussi un deck qui est un deck d'agenda, qui est construit par le joueur Impérial. Il va choisir des sets de 3 cartes pour construire un deck. Puis ça, c'est un deck qui va pouvoir aussi exploiter à mesure que les missions vont avancer. Il va gagner des points d'influence qui va lui permettre d'acheter ces cartes-là. Dans ces cartes-là, il y a des effets immédiats qui peut révéler puis que les rebelles peuvent voir, qui peuvent être des pouvoirs activables. On peut aussi un peu forcer les rebelles à jouer une mission, parce que normalement c'est les rebelles qui vont choisir qu'est-ce qui va se passer quand on est rendu à une étape de mission secondaire. Mais là on peut arriver puis dire non, tu vas devoir jouer ma mission d'agenda, sinon moi je vais pouvoir maintenant invoquer Darth Vader, ou je gagne une carte qui fait que toutes mes droïdes sont plus forts. Puis là le rebelle a comme pas le choix de faire la mission. Puis c'est une mission qui est vraiment qui leur sont imposées. Fait qu'on a un peu cette dynamique-là qui est similaire au niveau des personnages. Les actions vont se ressembler qu'on parle des deux jeux. Mais là, c'est ça. En termes de mission, on a aussi c'est ça, un arc principal puis un arc secondaire. Puis que quand on rejoue la même campagne une deuxième fois, il y a une grosse partie dans le fond de cette campagne-là qui va changer parce qu'on va utiliser des cartes de missions secondaires qui vont être différentes, puis encore une fois, dans les missions du scénario principal, si on gagne ou si on perd, on influence la suite. Ça, c'est à la fois une force ou une faiblesse, là. C'est sûr que si tu rejoues plein de campagnes plusieurs fois, c'est le fun d'avoir cette variété-là. Mais, honnêtement, qui fait ça? Ben, je pense que là, il y a l'opportunité de le faire, puis que c'est plus valorisé. Peut-être, mais en même temps, ces side missions-là, c'est vraiment des à côté à l'histoire, pis tu sais, mettons, c'est sûr que l'histoire est pas hyper développée de base, là, mais comme, si tu veux continuer sur cette histoire-là, tu peux pas, là. T'es obligé de faire une mission sur 2, comme, je vais aller aider le frère de Chewbacca, ou Ouais, ça mon beau-frère me doit de l'argent, fait que, je vais aller le payer, tu sais. Mais en même temps, ça permet de créer de rencontrer d'autres bonhommes puis d'avoir des bonus différents d'une campagne à l'autre. Fait que c'est ça. Ça rajoute de la variété, ça dilue un peu, comme tu dis, l'aspect un peu narratif, parce que tu décolles le scénario. Elle vient un peu décousue, là. Ouais. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est tout le temps une mission principale, une side mission, une mission principale, fait que il y a une fois où t'as 2 missions side mission de suite, fait que c'est encore plus décousu d'abord. Ouais, non. Parce qu'entre elles, ils suivent pas pantoute parce que ils peuvent pas, tu sais. C'est ça, parce qu'en final, la campagne est constituée de 10 missions, puis là-dedans, il y en a 5 qui sont des missions liées à l'histoire principale. Puis l'autre moitié, c'est toutes des missions secondaires. Fait que ça fait qu'on a une expérience variée d'une fois à l'autre, mais c'est vrai que l'impact, tu sais, il y a pas de trame narrative. C'est ça. Ben, il y en a une, mais comme tout le temps entrecoupée, hein.
Ouais, est plus diluée. Alors que c'est vrai que dans Journeys in Middle-earth, là, on a vraiment, tu sais, une trame narrative qui décolle pas, là. Quand tu fais la campagne, y a pas d'à côté, vraiment, là. Non, c'est ça. Ben, il y en a pendant les scénarios, mettons, mais c'est des petites affaires qui vont te prendre la moitié d'un tour, là. Ouais. Pas une session au complet. C'est vrai. Point important que j'ai pas encore parlé aussi, c'est que justement les missions secondaires, c'est souvent une opportunité pour accumuler soit des nouveaux équipements uniques, ou bien pour aller recruter des alliés. Ouais, fait que là, tu peux enfin avoir des personnages connus. Ouais. C'est que oui, les personnages, les héros qu'on joue de base, c'est pas des héros connus vraiment, tu sais, c'est des personnages créés pour ce jeu-là. Le jeu. Tu sais, pour pouvoir avoir Luke Skywalker ou Han Solo, c'est dans les missions secondaires qu'on peut aller les rencontrer. Ouais, mais t'as pas juste eux autres, là, tu peux aussi aller chercher avec toutes les expansions, là. Obi-Wan Kenobi, ou les rebelles saboteurs, ou les fameux rebelles saboteurs. Les fameux 3 soldats de l'Alliance rebelle. Hey! Tous des personnages iconiques de la trilogie, hein. Ouais, mais ça, c'est... Si on parle des rebelles saboteurs puis des 12 millions d'extensions, parce que, tu sais, on disait tantôt que Journeys in Middle-earth, il y avait des expansions grosses boîtes puis des packs de figurines. Ben là, le concept avait été déjà exploité à l'extrême avec Imperial Assault, où on avait une grosse extension qui sortait, dans lequel il y avait quelques figurines, mais si tu voulais les figurines des héros pis des personnages cool, du genre Obi-Wan Kenobi ou Han Solo, il fallait que tu achètes les figurines séparément, en pack de figurines qui contient le personnage, une petite mission qui va avec, 2-3 cartes de plus, puis c'est ça. Sinon, tu peux quand même les rencontrer puis les voir avec le jeu de base, mais beaucoup moins facilement, on va dire. Puis Han Solo, qui est un petit token de carton, ou un super général qui est supposé être dans un ATST, qui finalement c'est un chunk de carton sur ton board qui est beaucoup moins imposante que le ATST normal. Il y avait une pensée marketing derrière tout ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'extensions qui permettent d'avoir plus de missions secondaires puis d'aller chercher plus de bonhommes. Puis t'en as autant pour les gentils que pour les méchants. Mais à ça, je vais rajouter un truc aussi, parce que là, on a parlé du mode campagne de Imperial Assault. Mais dans Imperial Assault, on a en fait comme 2 modes de jeu. On a le mode campagne, puis il y a le mode escarmouche, qui joue seulement à 2 joueurs. Il y a une extension qui permet de jouer à plus, mais de base, c'est juste 2 joueurs. Ou 2 factions, généralement l'Empire contre les rebelles, ou si vous avez assez d'extension, ça peut être les mercenaires contre les rebelles, vont s'affronter, dans le fond, dans une mission où on va avoir des missions, dans le fond, un pack de missions spéciales escarmouches, où on va préparer le plateau d'une façon particulière, où on va avoir un objectif commun que les 2 joueurs vont poursuivre. Et, au début, il va y avoir une phase de création de ton armée. Les gens se construisent une armée qui vaut 40 points. Chaque unité vaut un certain nombre de points, tu construis ça, tu te prends des cartes aussi qui ont des effets particuliers dans le combat, puis les 2 équipes se tapent dessus, puis c'est l'équipe qui fait le plus de points ou qui réussit à tuer toutes les unités de l'autre qui gagne. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on a un système de jeu qui est similaire dans les 2 cas, sauf qu'on a la thématique Star Wars, puis je pense qu'il est un peu plus simple à jouer. Non, il est plus fiddly, moi je trouve. Tu trouves? Ouais, les systèmes de genre portée puis de line of sight, c'est vrai, pas tant intuitif. Ouais, mais t'as moins t'as moins de trucs à gérer en tant que joueur, tu sais, t'as pas tout le deck de cartes puis à savoir OK, là je mets mon scout, je vais chercher 2-3 cartes que je vais préparer, celle-là je la mets dessus sur en dessous, ça peut peut-être proquer mon autre pouvoir si je réussis à avoir mon intuition puis Ouais, mais c'est ça, tu sais, tu brasses les dés, tu sais pas trop c'est quoi tes chances de toucher. Si je te dis, tu brasses un bleu puis un jaune, puis j'étais à 5 de distance. Un bleu puis un jaune, c'est quoi tes chances de faire 2 dégâts? Je te dirais qu'ils sont pas élevés. Ouais, mais tu sais, tu peux savoir pas élevé, mais tu sais, versus, je sais exactement que j'ai 3 cartes avec un succès dans mon deck, j'ai 15 cartes. J'ai une chance sur 5 d'en sortir un, là. Si j'ai 0 info dessus. Ouais, il est un peu plus déterministique. Dans le cas de Journeys in Middle-earth. Oui, mais plus déterministique, mais aussi, je trouve,
plus facile de prévoir aussi. Oui, mais je le trouve moins fiddly, là. Parce que justement, tu sais, si tu veux attaquer à distance, c'est juste la case à côté ou la case où ce que t'es. Tu sais, c'est simple de même. Y a pas de genre, ah, ben là, faut que je parte de ce coin-là pour mesurer avec l'autre coin, mais est-ce que je passe au travers de cette unité-là ou pas, pis si, pis... Non, y a rien. Tu sais, y a pas de line of sight, y a pas de... Ouais, mais c'est cool le système, justement, que t'aies un aspect tactique sur le board, tu sais, que un avantage à te positionner d'une certaine façon, à te garder en couvert, puis de te protéger, d'éviter justement de te faire tirer parce que tu sors, tu tires, tu vas te recacher. Ça rajoute un aspect plus tactique au combat. Ouais, mais c'est ça, je trouve que c'est de... Tu sais, ça vient aussi du fait qu'il y a le mode escarmouche, tu sais, il vous fallait un peu satisfaire l'esprit que le positionnement sur le board est super important, puis... Mais oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, moi, je trouve pas qu'il est plus simple. Ben, c'est que la sélection d'actions, peut-être, est plus simple. En tout cas, moi c'est la même chose, là, c'est... T'interagis, tu bouges ou t'attaques. Ouais, mais c'est peut-être parce que... Tu sais, j'ai l'impression que tu penses surtout à ton positionnement plus qu'à devoir, tu sais, proquer des skills puis que tout fit, là. Faut quand même que tu y penses parce que t'accumules des cartes de skills, justement, d'habilité à mesure que la campagne avance. Mais je trouvais que je me suis souvent beaucoup plus cassé la tête à faire mon personnage dans Dragons in Middle-earth que dans Star Wars Imperial Assault. Oui. Mais ça, c'est comme entre les games plus que pendant la game? Ben, ouais, non, pendant la game, pendant que je joue mon tour ou que... Ouais, mais là, c'est pas là que tu construis ton personnage. Non, que tu le gères, Ouais. J'ai-tu construit? Ouais, t'as-tu construit? Ok, c'est pas construit que je voulais dire. Mais, oui, quand t'es un joueur côté rebelle, mettons, mais quand tu fais l'Empire, là, t'as comme 4, 5, 6 unités à gérer, ils ont toutes leurs habilités spéciales. Ouais, jouer l'Empire, c'est un autre niveau. Puis en plus, faut que tu regardes un peu dans le livre de campagne, justement, les événements qui peuvent se produire. Ouais, parce que tu veux planifier en conséquence, maximiser les effets, puis souvent tu vas avoir des choix. Oui. Mettons, à la fin de tel tour, lis cette petite ligne de texte-là, qui est genre, « Oh mon Dieu, les rebelles sont là, bla bla bla. » Puis après, t'as un choix, fais tant de dommages, ou rajoute telle unité à telle place, ou fais, tu sais, tu veux être conscient de c'est quoi tes options, quand est-ce qu'ils vont arriver, puis comment les utiliser au max pour empêcher les rebelles de réussir leur objectif, tu sais. Ouais, non, c'est sûr que tu peux pas comparer jouer le joueur impérial avec peu importe quel personnage, que ce soit les héros dans Imperial Assault ou les héros dans Journey Middle. C'est sûr que c'est un autre niveau. T'as aussi, ça vient, c'est ça, avec des responsabilités de plus, je veux pas aussi, là. Ouais. Puis ça, c'est pas un défaut en soi, là. C'est juste, c'est différent, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, en tout cas, moi, j'ai déjà, tu sais, on a tous les deux déjà été DM, puis moi, je trouve, dans des jeux de rôle. Mais, je trouve pas que c'est un rôle de DM, quand tu joues l'Empire dans Imperial Assault, par exemple. Je voulais dire, c'est que ça le rappelle dans le sens où t'as un peu le contrôle de la game, tu sais qu'est-ce qui s'en vient, puis t'as un peu plus de vision sur de vision globale sur le scénario, parce que tu sais tout ce qui va se passer. Ouais. Mais, t'es quand même un joueur qui essaie de gagner la partie. Ouais. Parce que, tu sais, être un DM dans un jeu de rôle, c'est pas ça, là. Non. À moins que tu sois un DM un peu sadique. Ouais, c'est ça, t'sais. Fait que non, t'es pas mal plus restreint dans comment tu peux faire pour affronter les autres joueurs, puis c'est ce qui fait que, comme tu disais tantôt, là, souvent les scénarios vont se décider au dernier tour, parce que les deux côtés vont avoir des chances de gagner. Puis au final, ça va être pas mal les dés qui vont décider, je pense. Ouais. Quoi qu'en même temps, il y a moyen de mitiger la chance avec les habilités, puis à mesure que ça avance. Un peu, mais j'allais plutôt dire, tu sais, il y a tellement de jets de dés que ça va finir par se balancer. Même dans un même scénario, t'en lances assez pour que... Ouais, une fois tu vas être chanceux, une fois tu le seras pas. C'est ça va... Ouais, mais t'as aussi, c'est ça, t'as des bonhommes qui donnent des rôles, à mesure que ça avance, tu gagnes certains bonus. Mais t'as plus de trucs comme ça dans Journeys in Middle-earth.
Ouais. Justement avec les habiletés de scout, puis de placer, puis de regarder ton deck, puis de préparer des cartes. Parce qu'en plus, c'est ça, beaucoup des cartes que tu prépares, ça va te dire, mettons, Si t'as tu un fais succès tel skill, gratuit quand tu testes pour telle habilité, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, si je sais que j'ai un test d'agilité à aller faire, ben, je vais préparer cette carte-là, peut-être. Cool. Là, j'allais dire, je pense qu'on peut commencer à... Ben, on l'a déjà fait. On a déjà commencé un a- peu, ouais. Mais on peut peut-être parler des composantes. Dans les deux cas, elles sont super belles. J'ai un petit faible, par contre, pour le petit monsieur ici que je sors de la boîte. Ouais, c'est super, nos auditeurs voient tout ça. Ouais. Mais le ATST est particulièrement réussi. Ouais, c'est des beaux jouets. Ouais. C'est des belles mini. Le jeu, il look sur la table aussi. Ben, je trouve le artwork de Journeys in Middle-earth est plus plaisant. Mais c'est beaucoup de la forêt. Oui, mais tu sais, ça fit avec le... Ouais. Mais tu sais, dans... Mais Imperial Assault, mais t'sais, même je parle, tu sais, oui, tu parles du artwork sur les tuiles, mettons, mais même sur les cartes, là, les objets, les personnages, les skills, tout ça, je trouve que il est plus vibrant un peu. Ben, le style est peut-être un peu moins dessin animé. Dans le sens où, tu sais, c'est... Les couleurs, le choix de couleurs, tu sais, c'est moins saturé dans Journeys in Middle-earth que dans Imperial Assault. Là où, tu sais, t'as du bleu, du rouge, du orange pétant. Ouais. Mais tu sais, juste même les illustrations des personnages, tout ça, je sais pas, je trouve que c'est plus mon style, mais tu sais, c'est très subjectif, là. Ouais. Je pense, comme tu dis, les deux sont quand même Les très deux sont bons bien à ce faits, niveau-là, ouais, c'est ça. Niveau narratif, on a déjà parlé, là. Ouais, je pense que quand même, ça a été plus travaillé dans Journeys in Middle-earth où là, t'as vraiment l'impression d'avoir ta campagne, ton histoire. Puis je pense que le focus est plus là-dessus, puis moins sur le combat versus l'autre que là, justement, comme tu dis, ils ont voulu faire un jeu de skirmish en même temps, fait que tu sais. Ouais. En même temps, je pense que ça fait aussi que quand tu vas faire ta campagne d'Imperial Assault, t'as peut-être plus de rejouabilité parce que tu vas refaire la campagne puis ça va pas se passer du tout de la même façon parce que la moitié des missions, c'est les missions secondaires qui vont changer. Tes missions principales ont plus de chances de changer que dans le scénario de Journeys in Middle-earth qui va pas trop changer d'une fois à l'autre. Ouais, mais comme je te dis, moi je connais pas grand monde qui finissent les campagnes qui commencent, fait qu'encore moins qui vont les jouer plusieurs fois. Là. Ouais. Ben, ça dépend. Ça dépend des gens. Mais je pense que si tu aimes rejouer, tu vas avoir plus l'occasion de le faire avec Imperial Assault qu'avec Journeys in Middle-earth. Je sais pas, parce que je pense que les personnages entre eux sont plus distincts dans Journeys in Middle-earth. Tu sais, jouer un Gimli versus un Legolas, puis jouer un Meddler versus un Pathfinder, ça va être plus différent que jouer Bounty Hunter numéro 1 versus Scoundrel numéro 2 dans Imperial Assault. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que aussi, là, il y a le biais que t'as progressé plus loin dans ta campagne de Journeys in Middle-earth que dans Imperial Assault. Pas beaucoup. J'ai pas joué une campagne au complet encore. Ni dans un ni dans l'autre. Là, j'ai joué à peu près 5 games de un puis 3 de l'autre. Ok. Moi, j'ai fait une campagne et demie dans Journeys in Middle-earth, puis là, je suis à peu près au tiers d'une campagne dans Imperial Assault. Mais c'est ça, tu sais. Puis j'ai pas encore... Tu sais, les personnages, je les trouve déjà différents dans Imperial Assault. Puis ils ont pas fini de progresser. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal pareils, là. Ils ont pas beaucoup d'habilités uniques. Ben, tu sais, moi je vois le Wookiee, tu sais, t'as le Wookiee, qui est un personnage corps à corps, pis t'as, mettons, la future Jedi, on va dire, qui est aussi un personnage au corps à corps, mais rapidement, au niveau 2, dans une autre campagne, elle peut commencer à déplacer des unités contre leur gré, alors que le Wookiee, lui, il est plus tanky, pis il peut fournir de la défense à ses alliés. Fait que tu sais, c'est des trucs assez différents. Mais, en tout cas, je trouve qu'il y en a les différences sont plus marquées dans Journeys in Middle-earth, puis comme je disais tantôt, le fait que tu peux multiclasser, mixer les classes puis les personnages, je trouve que ça change plus l'expérience d'un personnage à l'autre versus ce que j'ai vu d'Imperial Assault. Ouais. C'est sûr aussi que tu as l'avantage que tu peux rejouer le même personnage, mais pas de la même façon dans Journeys in Middle-earth. Ouais, en plus. Est-ce que tu peux pas ben dans Imperial Assault? Parce que les trucs qui vont changer d'une fois à l'autre, c'est les objets que tu vas y mettre.
Ben, les skills, dans quel ordre que t'es achètes aussi, là. Ouais, mais tu sais, ultimement... Parce que t'es achèteras pas toutes à la fin d'une campagne, j'ai l'impression. Je pense pas, non. Parce que c'est ça, t'en as quelques-unes qui coûtent 4, d'autres qui coûtent 2, d'autres qui coûtent 1. Ouais, c'est 2, c'est 4, 3, 2, puis 1. C'est ça, fait que t'auras pas assez d'expérience pour toutes les acheter, faut que tu fasses des choix. C'est plus genre, je veux-tu comme tout acheter qu'est-ce que je peux rapidement puis j'aurai jamais les plus grosses. Ou j'économise pour avoir la plus grosse puis là je passe 3-4 missions à pas progresser puis à pas devenir plus fort. Mais là, t'as les objets, mais là, c'est une décision commune. Ouais, non, c'est sûr que t'as quand même les objets qui vont t'aider un peu, mais fait que c'est ça, c'est... T'as un peu ça dans Journeys in Middle-earth aussi, là. T'as des cartes qui coûtent plus cher que d'autres à acheter, fait que ça peut prendre plus de temps avant que tu... Mais oui, sauf que t'as quand même l'option de pouvoir les échanger plus facilement. Oui, parce que tu peux juste prendre la première cheap au début, puis quand t'as assez pour... Tu achètes la première, tu prends celle plus forte, ouais. C'est ça. Fait qu'au moins, tu progresses tout le temps un petit peu. Ouais. Fait que, autre point pour Journeys in Middle-earth. Ça doit être rendu 15-0. Par mes comptes. Il y a Darth Vader dans l'Imperial Assault. Puis il y a 6 manuels dans le jeu de base. Wow! Ok, ouais. Ça, c'était peut-être un point... C'est la grosse mode de Fantasy Flight, là. T'as un... Mais Learn to play, après ça t'as une référence, après ça t'as ci, t'as ça, pis t'as comme jamais un maudit livre qu'il y a toutes les règles dedans, fait que quand tu cherches, tu sais que tu vas le trouver là-dedans. Ouais. Mais là, c'est ça. Mais il y a ça dans Journeys in Middle-earth aussi, fait mais que... dans Journeys in Middle-earth, il y en a juste 2, tu sais. Ouais. Là, je dis qu'il y en a 6 parce qu'en fait, t'as le Learn to Play, Rules Reference, le Skirmish Guide, le Campaign Guide, puis Fantasy Flight a été extrêmement généreux, puis il a donné deux héros gratuits dans le paquet de base. Fait que là, il y a un manuel pour Darth Vader, puis un manuel pour Luke Skywalker. Fait que c'est un peu, ouais. Je pense que ça fait beaucoup de manuels, puis ça aurait peut-être pu être condensé. Je pense que le Learn to Play est quand même cool à avoir pour une première partie. Ouais. Mais ce que j'aime pas, c'est quand il y a des règles qui sont juste là-dedans pis qui sont pas dans le rule reference après. C'est ça. C'est vrai. Ça, je suis absolument d'accord avec toi. Quitte à ce qu'il y ait de la répétition entre les deux, mais au moins, tu sais, le learn to play, tu l'utilises une fois quand t'apprends à jouer, justement, puis après ça, tu n'as plus besoin, tu sais. Ouais. Alors que là, c'est vrai qu'il a fallu se faire référence explicitement à ce livre-là de temps en temps. C'est ça. Je pense que c'est le même pour les deux. Je suis pas sûr. Ok. Ça se peut que le rule reference de Journeys in Middle-earth soit plus complet. L'aspect des, tu reprochais à Imperial Assault que on a un peu des héros nobody, tu sais, c'est pas tu sais, il y a un Wookiee dans le jeu de base, ben c'est pas Chewbacca. T'as pas Han Solo, tu sais, t'es un rebelle quelconque. Mais je trouve que quand par contre tu commences à recruter les vrais héros, c'est un feeling un peu plus épique. Ouais, t'sais, mais en même temps... Quand Darth Vader il arrive sur le board... Mais c'est des NPC. Mais tu les contrôles. Pareil, c'est quand même des bonhommes que tu vas contrôler. Tu dis NPC, c'est un peu... c'est un peu méchant, là, j'allais dire. C'est plus que des NPC parce que c'est des personnages qui sont quand même contrôlés pis qui ont... Ouais, mais qui sont moins cool que toi, au final. Parce qu'ils ont pas toutes les mêmes actions que toi, ils peuvent pas attaquer 2 fois, tu sais, Ouais, mais ils ont des habilités vraiment fuckées. Ouais, ils ont des habilités vraiment bonnes, mais un personnage de haut niveau va les avoir aussi, hein. Va avoir l'équivalent. Je sais pas à quel point ça va être l'équivalent, mais en tout cas... Ouais. Mais, en tout cas, moi je trouve ça plate, justement, que t'es comme des personnages de deuxième zone, un peu. Tu sais, il y en a dans Journeys in Middle-earth aussi, mais au moins t'as le choix de prendre des personnages connus, si tu veux. Parce que peut-être que c'est cool de faire ta petite fanfiction avec... Parce que dans les deux cas, c'est comme une histoire un peu à côté de l'histoire principale. C'est une tangente, si on veut. Ouais. Qu'est-ce qui se passait off-screen pendant ce temps-là? Ouais. En termes de lore, je pense quand même que Imperial Assault est plus proche que Journeys in Middle-earth dans le sens où... Ouh. Ah oui, parce que tu peux aller recruter Obi-Wan Kenobi après que la Death Star ait explosé. Ça, c'est un add-on que tu payes. Ouais, mais je veux dire, c'est que ça fit plus parce que justement, c'est des nobody que genre Gandalf qui va aller une première fois battre un premier Balrog entre deux films. Ouais, Balrog aussi, c'est dans une extension. Ouais. Mais c'est...
En tout cas. Ouais, dans les deux cas, ils ont pris des libertés, mettons, avec l'histoire principale. Un peu comme avec War of the Ring puis Rebellion. Là. Ouais, mais ouais, dans ces cas-là, c'est plus toi qui l'écris. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, en tout cas, pour en revenir à mon point original, au moins dans Journeys in the Earth, t'as le choix. Soit que tu prends des personnages pas connus, puis justement, là, l'histoire a fit. Ou si tu veux te sentir cool, puis juste comme jouer avec les... Tu sais, t'imaginer que t'es Ian McKellen ou Viggo Mortensen, ben, tu peux. Ouais. Tandis que dans Imperial Assault, ben, t'as Ouais. Mark Hamill qui est à côté, mais c'est pas vraiment toi qui le joue. Ah oui, il va arriver puis tu le contrôles. Ouais, mais c'est pas ton personnage, tu sais. C'est Non. comme un personnage que tout le monde collectivement contrôle. Non, c'est vrai. Mais c'est ça, moi, en terminant, je dirais, si vous êtes fan de Dungeon Crawl, puis que vous êtes fan de une ou l'autre des deux franchises, je pense que dans les deux cas, c'est des bons candidats. Définitivement. Je trouve que chacun a un peu son style, un truc qui réussit peut-être mieux que l'autre. Ouais. Aussi, puis Tu sais, Journeys va être plus sur l'exploration, la narration. Imperial Assault plus combat, tactique. Ouais, les combats sont un peu mieux, même s'ils sont des fois moins intuitifs. Puis dans les deux cas, tu sais, ça peut être full co-op avec l'application, mais si vous aimez ça, les jeux un contre tous, ben Imperial Assault offre cette option-là aussi. Ouais, puis c'est intéressant, je pense, la progression aussi qui est disponible pour le joueur impérial. Donc, c'est ça, on en arrive à la fin. C'est à vous, les auditeurs, de choisir à quel jeu vous préfériez jouer. Est-ce que vous aimeriez être l'Empire galactique puis écraser les rebelles? Ah non, ça c'est mon trip. Être les rebelles et combattre l'Empire pour ramener la liberté dans la galaxie en jouant à Imperial Assault avec #TeamVince, ou bien Vous êtes #TeamSam, puis vous avez le goût d'aller explorer les raccoins des terres du milieu avec vos héros préférés et pas des nobody que personne connaît. il y a aussi des nobody que personne connaît. Non, on va arrêter. Donc, on aimerait vous remercier pour votre écoute fidèle. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. On vous invite aussi à nous envoyer encore vos questions pour notre épisode de... Questions-réponses, oui. Puis, n'hésitez pas aussi si vous avez des commentaires sur l'épisode ou sur un vieil épisode, si vous êtes peut-être des nouveaux auditeurs, puis vous venez de découvrir le podcast, vous écoutez des vieux épisodes, puis vous dites « Ah, tu sais, c'est le fun, ils ont parlé de telle affaire, puis vous avez le goût d'en jaser, d'en discuter. » Venez sur notre Discord, ça va nous faire plaisir de fouiller nos souvenirs, puis de revisiter des épisodes qui peuvent être plus vieux, qui datent de presque 1 an maintenant. C'est vrai, dans pas long, c'est l'anniversaire de Board Game Duel. Yes, donc n'hésitez pas. Commentez, venez jaser avec nous, on aime ça vous répondre, on aime ça vous lire. Regardez notre Instagram aussi, on a toujours des photos qui apparaissent à peu près toutes les semaines. Ouais, je fais en moyenne à peu près 3 publications par semaine. Avec les jeux qu'on joue, j'ai des photos de Imperial Assault et de Journeys in Middle-earth d'ailleurs qui sont là-dessus. Allez jeter un coup d'œil. Donc, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à bientôt. Bye! #TeamSam. Je vais voter pour vrai. Ça marche toujours pas. Non, Maintenant, ça marche. c'est pas assez bon. Pas facile. Fait que... Ready when you are. On est prêt? Ouais. T'enregistres depuis tantôt? Ça fait 12 minutes, ça enregistre. Pas vrai? Ok. On a déjà le premier looper. Ouais, j'ai l'impression. Au pire. J'étais surpris un peu. Surprise, motherfucker! Ok. Donc, aujourd'hui, notre thématique sera les Seigneurs des Étoiles, le retour... J'étais trop content du retour du roi Jedi, mais c'est pas ça. On va le reprendre. C'est le prochain, ça. Ouais. Donc, c'était Paléo. Je vais continuer ma phrase, ce sera pas long. Mon ordi, c'est... pas capable de faire mon mot de passe.
C'est là que je l'épelle à haute voix. Ton mot de passe, c'est dessus. Sam, c'est le meilleur. Non. Ça devrait être ça. Ce serait facile à retenir. Ouais, mais j'essaie d'éviter de mentir. Essayer de commercialiser Star Wars, voyons. Ça a pas d'allure. Ça a pas de sens. Ça peut pas marcher. Non, mais tu sais, personne ferait ça jamais. Non. Juste Fantasy Flight pour faire ça. Ouais, c'est les seuls. Ouais.